Mes chers collègues, bonjour tout le monde. Je sais que ce n'est pas évident, vendredi après-midi en postprandial. Donc on va essayer d'être très rapide, très succinct, pour faire passer quelques messages importants. Je remercie parallèlement le comité d'accueil pour l'organisation, pour son invitation, que j'honore avec beaucoup de plaisir. Donc on m'a demandé de faire le point sur le suivi du coronarien stable. Et cela passe par ce qu'on appelle l'évaluation du risque résiduel de chez patient. C'est-à-dire que c'est un patient coronarien qui a fait un événement ou qui a été revascularisé, qui est stable, qui prend son traitement. Donc comment, dans le temps, nous allons le suivre? Que pouvons-nous proposer justement à ce patient? Alors, tout d'abord, comment définir l'angor? C'est quoi l'angor? Est-ce que c'est un patient qui présente le coronarien? C'est quoi un coronarien? Est-ce que c'est un patient qui présente de l'angor? Pas forcément, parce qu'on peut avoir de l'angor fonctionnel. Comme là, je vous ai pris l'exemple d'un patient qui présente une cardiomyopathie hypertrophique sévère, qui fait de l'angor fonctionnel, mais avec des coronaires parfaitement simples. Est-ce que le coronarien se définit par la présence d'une plaque d'athérome asymptomatique minime? Donc regardez l'exemple sur, par exemple, cette artère qui est l'artère interventriculaire. Ça passe pas dessus? Non, ça passe pas. Je vais refaire ça. Ça passe pas, c'est pas la même slide. Ouais, non, ça passe pas du tout. Donc il faudra en fait définir ce que c'est un coronarien, puis définir le risque de ce coronarien avec le temps. Et vous allez voir que nous avons de nouveaux outils sur lesquels il faudra se reposer, sur lesquels il faudra les demander pour pouvoir justement classer quel est le niveau de risque de ce patient. On a également de nouvelles molécules thérapeutiques qui sont maintenant dans de grandes études ont prouvé leur pertinence et qui changent. Et tout l'objectif, c'est une baisse des événements cardiovasculaires. Donc on reprend l'évaluation du risque résiduel chez un patient coronarien. Donc comment définir un coronarien? D'accord. Donc j'arrive à la conclusion directe. Comment définir un coronarien? Donc un coronarien, est-ce que c'est un patient qui présente de l'angor? Regardez l'exemple d'un patient qui fait une cardiomyopathie hypertrophique sévère avec de l'angor, mais quand on explore son réseau coronaire, il est parfaitement simple. Ici, en l'occurrence, vous avez l'artère interventriculaire antérieure qui est parfaitement saine, sans aucune plaque. Est-ce qu'un coronarien est celui qui présente une petite plaque d'athérome asymptomatique? Et voici l'exemple. Vous voyez, sur votre gauche, nous avons l'artère interventriculaire antérieure avec une petite plaque qui est à ce niveau, une toute petite plaque qui est une plaque molle, non significative, ou alors sur votre droite, vous avez une coronaire à droite qui, vous voyez, qui est totalement infiltré par un athérome qui est excentré, qui est avec d'autres critères sur lesquels nous allons un petit peu expliquer. Et donc, c'est des patients est-ce qu'ils peuvent être définis comme coronariens? Nous allons le voir. Ou alors, pour être coronarien, il faut avoir des sténoses significatives, hémodynamiquement significatives. C'est-à-dire que lors d'une exploration, vous avez un test d'ischémie positif. Là, en l'occurrence, je vous ai mis l'exemple sur votre gauche d'une sténose sur l'artère interventriculaire antérieure. Et sur votre droite, nous avons ce qu'on appelle la FFR-CT. La FFR-CT, c'est en fait, elle a été dérivée de la FFR méthode invasive. Et en fait, c'est quoi? C'est une prise de pression en aval et en amont d'une sténose. Si ce gradient de pression est inférieur à 0,90, donc on dit que cette sténose est hémodynamiquement significative. C'est-à-dire elle influe sur la perfusion myocardique d'effort et sur laquelle il faudra agir. Et là, je vous ai mis l'exemple de la FFR-CT, elle est dérivée du scanner coronaire, car elle a montré justement la même efficacité, le même rendement que la FFR, et nous avons un patient qui est symptomatique. Ou alors, pour être coronarien, il faut avoir fait un syndrome coronarien aigu,
ou en train de faire un syndrome coronarien aigu. Voilà l'exemple d'un infarctus inférolatéral. À votre droite, vous voyez la partie qui est en bleu, c'est-à-dire un défaut de perfusion de la partie inférolatérale du ventricule gauche. Sur votre gauche, une sténose préocclusive d'aspect thrombéotique de la circonflexe. Donc, comment nous allons définir notre coronarien? À quel moment nous allons parler? Voilà l'évolution de la plaque d'athérome qui commence par l'absence de plaque jusqu'à la sténose, voire l'occlusion. À quel moment nous pouvons dire que ce patient est coronarien? Eh bien, dès la présence d'une petite plaque d'athérome, quel que soit son niveau, même si elle est à 10% ou à 15%, nous nous définissons comme coronariens. Pourquoi? Parce que dès l'apparition d'une plaque, nous avons l'apparition d'un risque d'événement cardiovasculaire. Donc le coronarien se définit par la présence d'une plaque d'athérome sur ses coronaires. Et le premier examen qui va vous montrer justement, qui va poser le diagnostic, c'est bien le scanner coronaire. La coronaropathie stable, c'est quoi? On a affaire à une population très vaste et extrêmement variée, dont le risque cardiovasculaire est relativement constant dans le temps, mais qui est différent d'un individu à un autre. Avoir une estimation précise justement de ce risque ischémique résiduel d'un patient nous permet de mieux adapter notre stratégie thérapeutique qui parfois nous pousse à être très agressifs justement avec les nouvelles molécules qui sont sur le marché. Les scores de risque ainsi que le scanner coronaire, comme je vous ai montré sur quelques exemples, sont justement des éléments très pertinents pour pouvoir justement nous guider dans l'établissement de ce risque résiduel chez patients. En pratique, après un syndrome coronarien aigu ou chez un patient qui a été revascularisé, nous vivons 3 étapes distinctes. Nous avons la première phase qui est une phase très précoce qui dure à peu près le premier mois. C'est une phase où le patient est à très haut risque d'événement, c'est-à-dire c'est une période où le patient est sur une balance thrombotique, un gros risque de thrombose à ce niveau-là. Donc c'est une période où tout le traitement va être extrêmement accentué sur les traitements antithrombotiques, au risque bien sûr de surélever le risque hémorragique, mais c'est une période qui est très importante parce qu'elle expose à un risque de thrombose, de rethrombose, et qui est de très mauvais pronostic. Ensuite, on est sur une deuxième phase, c'est une phase intermédiaire, une phase de cicatrisation qui commence après le premier mois et qui dure en gros entre 6 et 12 mois exactement. Tout ça dépend bien sûr de la maladie dans le contexte dans lequel nous l'avons traitée et dépend bien sûr par exemple des endoprothèses, des stents qu'on a utilisés. Donc c'est le temps où s'établit cette cicatrisation pour pouvoir justement sortir de la phase primaire. Elle dure 12 mois. Au-delà de 12 mois, en règle générale, nous sommes chez des patients vraiment stables, avec un très bas risque résiduel. Et ce risque ne sera pas aux dépens de la pathologie qu'on a traitée, mais bien sûr des structures avoisinantes, c'est-à-dire des autres plaques d'athérome qui sont susceptibles d'être présentes sur les autres artères. Donc un coronarien stable n'est pas, comme par définition, n'est pas un coronarien où on a une absence d'événements. Il n'est pas à l'abri d'événements cardiovasculaires, mais seulement il a un risque résiduel, mais qui reste stable durant toute une période. Bien sûr, ce risque, il peut être élevé comme il peut être bas, mais ce risque reste stable durant le temps. Donc, il est très important justement d'évaluer ce risque pour pouvoir proposer un traitement efficace. Par quoi nous allons évaluer ce risque résiduel? En gros, 4 grands chapitres. Premièrement, c'est les facteurs de risque. Donc, quels sont ces facteurs de risque? Est-ce qu'ils sont traités, pas traités? Est-ce qu'ils sont correctement traités? Vous allez voir que l'importance est là. Premièrement, donc les facteurs de risque. Deuxièmement, quelle est l'ischémie myocardique résiduelle qui reste chez mon patient? Quel est le taux d'ischémie? Troisièmement, quelle est l'importance et quelle est la sévérité des plaques d'athérome avoisinantes chez ce patient? Et enfin, on a les scores qui apparaissent. On a énormément de scores qui nous aident justement à établir le score résiduel. Mais sur pratique courante, il faut avouer que ce n'est pas du tout évident de les utiliser. Donc, les contrôles de facteurs de risque. Toutes les études, tous les registres convergent vers une seule chose pour dire des facteurs de risque non maîtrisés nous exposent à un taux d'événement qui est très important. Donc, vous voyez que la présence d'un tabagisme actif
ou alors un mauvais contrôle du LDL cholestérol, ainsi qu'un mauvais contrôle du diabète, nous expose à la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. J'ai mis l'hypertension sur un point assez particulier, parce que vous voyez que l'hypertension, vous le savez, elle évolue sur une courbe en J. Autant quand on baisse une hypertension en dessous de 130 mm de mercure, on a tout un gain en événements cardiovasculaires, mais paradoxalement, quand on baisse trop la tension, eh ben, la courbe elle remonte et on a un surrisque d'événements cardiovasculaires. Pourquoi? Bien sûr, entre autres, parce que la circulation coronaire qui se fait en période de diastole, et si on baisse trop justement cette pression, eh bien, on a une mauvaise circulation coronaire. Les statines, vous les connaissez. Qu'a apporté les statines? Ça a été parmi les premières molécules justement qui ont montré une réduction drastique des événements cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que les statines, en dehors, bien sûr, qu'elles agissent sur le taux du cholestérol, eh bien, elles ont la capacité de remodeler le génome de la plaque d'athérome. C'est-à-dire qu'elle ne va pas toucher le degré de sténose d'une plaque coronaire, mais en fait, ce qu'on va faire, on va la remodeler à l'intérieur et on va transformer une plaque d'athérome qui est molle, une plaque riche en lipides, en plaque stable. On va stabiliser nos plaques d'athérome, et ce qui va donner justement une réduction de la plaque d'athérome et une réduction des événements cardiovasculaires. Donc c'est important de savoir que les statines changent le génome de la plaque d'athérome, mais ne changent pas justement le degré de sténose. Comme nouveauté, qu'est-ce qu'on a sur justement le cholestérol? On a l'apparition de ce qu'on appelle les inhibiteurs des PCSK9 et les etimib. Ça, c'est deux nouveaux molécules qui ont été utilisées, qui ont montré que leur utilisation apportait encore plus une baisse des événements cardiovasculaires, donc une meilleure protection. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à un objectif qui est important, c'est la baisse du LDL cholestérol au-dessous de 0,70. Justement, les inhibiteurs des PCSK9 ont montré qu'on pouvait atteindre des valeurs de 0,30 de LDL cholestérol en ayant justement un gain sur les événements cardiovasculaires. Donc, la grosse étude qui a été publiée, c'est l'étude Fournier, qui a pris à peu près 30 000 patients, des patients à haut risque, c'est-à-dire des patients qui ont fait un infarctus, des patients qui ont fait un AVC, ou chez qui présentaient une AOMI symptomatique. Donc, la baisse chez des patients où on n'a pas obtenu une baisse recommandée, c'est-à-dire inférieure à 0,70 de LDL cholestérol, et chez qui on a utilisé cette molécule, ce qui a permis l'obtention de 60% des objectifs, avec, je vous ai dit, là, principalement à 0,30, donc on peut très bien avoir un taux à 0,30 et avoir une vie parfaitement normale, et on a une réduction jusqu'à 15 à 20% des événements cardiovasculaires qui se sont rajoutés justement à la réduction du premier effet des statines. Donc voilà l'importance. Ce gain a été très précoce et il se maintient avec le temps. Donc chez qui on va utiliser justement ces patients, plus le niveau de risque résiduel est important, plus l'effet de ces molécules va être important sur la réduction du risque absolu. Un petit mot sur les nouveaux antidiabétiques. Alors récemment, des publications sont sorties sur deux nouveaux antidiabétiques, c'est les inhibiteurs de la SGLT2 et des analogues de GLP1. Alors en pratique, ces deux molécules réalisent une purge du glucose vers les urines, c'est-à-dire qu'elle va éliminer de façon importante le glucose sanguin vers les urines, et c'est la première fois qu'on a trouvé deux molécules antidiabétiques qui vont avoir une réduction sur les événements cardiovasculaires chez ces patients, qu'ils soient coronariens ou pas, ainsi qu'une diminution du taux d'hospitalisation pour des insuffisants cardiaques. Donc voilà les deux grosses nouveautés sur les facteurs de risque et leur thérapie. L'ischémie myocardique, alors ce qu'il faut savoir que l'ischémie myocardique, la présence d'une ischémie myocardique, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique, c'est un signe, c'est un excellent moyen pour prédire la survenue d'événements cardiovasculaires. Il faut savoir que l'ischémie myocardique doit être au-dessus de 10% de la masse myocardique pour qu'elle affecte justement le cœur sur les événements cardiovasculaires. Et c'est à partir de ce cut-off qu'on va traiter ces patients. En gros, nous avons l'IRM cardiaque de stress pour évaluer l'ischémie myocardique. Nous avons l'échographie de stress, la scintigraphie de stress.
Et tout récemment, nous avons le scanner cardiaque de perfusion qui montre d'excellents résultats justement sur la détection et de viabilité et d'ischémie chez ces patients. Voilà un exemple où vous voyez une coronaire droite avec une plaque au niveau de son segment proximal, et c'est une patiente qui est asymptomatique au repos, chez qui on a fait un scanner de perfusion et qui montre un défaut de perfusion. Vous voyez tout ce qui est en bleu dans toute la partie inférobasale. Voilà la nouveauté concernant l'ischémie myocardique. J'arrive ensuite à l'importance et la sévérité de la maladie athéromateuse. Ce qu'on sait, c'est plus on a des artères malades, plus on est exposé à un risque coronarien. Tout ça, ça a été montré. Plus on a de sténose, plus on a des événements. Ce qui est un petit peu le score calcique, vous avez dû entendre parler du score calcique. En fait, le score calcique, c'est une extrapolation de ce que je viens de dire. Le score calcique, c'est étudier la charge calcique chez ce patient. C'est-à-dire, plus on a du calcium dans les artères coronaires, plus on a de l'athérome, parce que le calcium il ne peut être présent que au milieu des plaques, plus on a d'athérome, et donc plus on a un risque d'événement cardiovasculaire. Voilà ce que vous voyez, plus ma charge calcique est élevée, plus mon risque d'événement cardiovasculaire est élevé. Alors, l'étude de la plaque, toujours par le scanner coronaire, le scanner coronaire a été vraiment un véritable bouleversement sur l'analyse des coronaropathies et sur la prise en charge. Rapidement, je vous ai mis un mot sur la grande étude Scott Hart, qui a pris en fait, ce qui a montré que quand on utilisait le scanner de façon systématique chez des patients coronariens, en première intention, c'est-à-dire un coronarien stable chez qui vous demandez un scanner, vous avez une meilleure efficacité sur le traitement et vous avez une baisse qui est conséquente en événements cardiovasculaires par rapport à chez ces patients chez qui vous avez demandé un test d'ischémie. Donc la composition de la plaque est un élément majeur et fondamental pour justement définir et prédire les événements cardiaques. Quelques exemples sur des plaques, je vous ai mis des plaques calcifiées qui ne sont pas, en fait, les plaques ne doivent pas être forcément sévères ou significatives ou obstruant la totalité de la lumière pour être des plaques dangereuses. Les plaques les plus dangereuses, justement, c'est des plaques non significatives qui ne sont pas au-delà de 50%. Mais c'est leur composition, le fait qu'elles aient un noyau lipidique riche, le fait qu'elles soient molles, le fait qu'elles soient hypoécogènes, le fait qu'elles soient un petit peu calcifiées, tout ça, c'est des zones de fragilisation qui vont justement créer une fissuration de la plaque, une hémorragie intraplaque et être à l'origine d'accidents thrombotiques aigus. Donc voilà ce qu'on définit, ce qu'on appelle la plaque à haut risque. Et vous voyez ici un exemple sur votre gauche, la coronaire droite toujours, où on a une plaque un petit peu, vous voyez, en bitonalité, en blanc et un petit peu en gris. Donc c'est une plaque qui est molle, une plaque hypoécogène, calcifiée, avec beaucoup d'irrégularités. Ça, c'est une plaque qui est à haut risque d'événements cardiovasculaires. Et donc, l'étude justement Iconic Study a montré que non seulement les plaques les plus parlantes, c'est des plaques non significatives, mais c'est des plaques qui sont à haut risque. Et la découverte de ces plaques doit me faire justement accentuer mon traitement thérapeutique pour ces patients. J'arrive enfin au score. Les scores, vous en avez en pagaille. On a des scores résiduels sur l'atteinte anatomique. Par exemple, le syntax score, c'est un syntax sur chaque type de sténose. Nous avons une cotation. Donc, plus mon syntax score est élevé, plus mes lésions sont sévères, plus je suis à risque d'événements cardiovasculaires. Le DAPT score, par exemple, c'est un DAPT score qui va me permettre justement de maintenir ou pas une bithérapie du Plavix et de l'aspirine. Pourquoi ? Parce qu'on a des patients qui sont plus susceptibles à être sur des événements thrombotiques par rapport aux autres. Nous avons des scores hémorragiques, mais je vous ai dit beaucoup de scores, mais très difficiles d'usage de façon routinière et tous les jours. Donc pour terminer sur une stratégie thérapeutique, je vous ai pris un exemple, un cas clinique qui est très commun. Voilà une dame qui a 65 ans, qui est asymptomatique, qui est diabétique sous amarelle et glucophage. Aux antécédents, elle a eu une angioplastie sur 2 artères, sur l'IV et à la circonflexe. Elle a une tension à 130 par 70, un taux de cholestérol LDL à 0,80, sous atorvastatine 80 mg jour, et elle a une hémoglobine à 7,5.
Donc, quelle attitude? Deux attitudes, soit l'attitude traditionnelle, soit l'attitude la plus récente. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait demandé un test d'ischémie chez cette patiente. Tout le monde aurait fait, on aurait dit oui, d'accord, le test est négatif, on est bien. Donc en gros, on va se dire, elle a une bonne tension, elle est asymptomatique, mon test d'ischémie me rassure totalement, on a un cholestérol qui est relativement bon, sous forte dose, donc on peut la laisser, voilà, je suis très satisfait sur le management de ce patient. Mais actuellement, on dit non, on peut mieux faire chez cette patiente. Pourquoi? Parce que un certain nombre d'études me l'ont montré. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai mis sur l'étude SCORT-Heart, mon premier examen que je dois demander, c'est bien le scanner coronaire. Parce qu'ici, chez cette patiente, va me montrer deux choses. De un, l'état de ses coronaires. Donc je vois bien sur votre gauche, vous avez l'artère interventriculaire antérieure qui a été dilatée, avec un stent au milieu qui est parfaitement perméable, avec une bonne cicatrisation. Sur votre droite, j'ai l'artère circonflexe qui est revascularisée bien. Et le deuxième élément, ça va me montrer cette fameuse coronaire droite. Une coronaire droite qui présente une plaque non significative sur certains. J'ai fait un test d'ischémie qui est négatif, c'est logique, mais c'est une plaque qui est ulcérée, un remodelage positif, hypodense, avec des calcifications. C'est une plaque à haut risque. Et justement, chez cette patiente, je dois aller plus, par exemple sur le LDL cholestérol, je dois aller beaucoup plus. Donc déjà, je vous ai montré quelques nouvelles molécules de diabéto qui ont baissé le taux d'événements cardiovasculaires chez les événements, donc je dois les introduire. Deuxième élément, c'est agir encore plus sur mon LDL cholestérol, même si je suis sur une forte dose, mais actuellement, je dois proposer autre chose. Je dois y associer de l'ézetimibe ou je dois switcher vers un inhibiteur des PCSK9. Et enfin, je vous ai mis un mot sur l'étude COMPASS. Cette étude COMPASS, elle a pris des patients coronariens stables, au-delà de leur événement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a évalué chez ces patients en les laissant sous aspirine seule, à long terme, ou alors en introduisant les nouveaux anticoagulants, en l'occurrence les rivaroxaban. Donc le fait d'introduire cette nouvelle molécule, qui est un anticoagulant, le fait de l'introduire et de l'associer à l'aspirine, j'ai un gain énorme justement en événements cardiovasculaires. Et ce qu'elle a montré justement, que la maladie coronaire stable et chez les artériopathies périphériques, ajouter du rivaroxaban à l'aspirine améliore la prévention. Donc en conclusion, l'évaluation du risque ischémique résiduel est un enjeu majeur pour la prise en charge justement du coronarien stable. La prise en charge doit être individualisée pour chaque patient, parce que chaque patient est un patient séparé. Le scanner coronaire, comme je vous l'ai montré, est actuellement incontournable dans l'algorithme de la prise en charge. Et je vous remercie.